9h26 et le live de TV Finance se poursuit alors que le CAC 40 continue sur sa tendance à l'ouverture puisqu'actuellement il est en repli de 0,08% à 7243 points. Et pour continuer à vous éclairer sur l'actualité des marchés financiers, nous retrouvons, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Eric Galliègue. Eric qui est président de Valcan Expertise et qui va faire pour nous le bilan de la semaine écoulée. Bonjour Eric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, bonne année, mes meilleurs vœux. Merci, de même. Santé, bonheur, prospérité. Exactement, merci beaucoup. Je vous remercie d'être avec nous ce matin, Eric. Et comme à votre habitude, nous vous retrouvons pour que vous nous éclairiez sur les principaux faits macroéconomiques de cette semaine et leur impact sur les évolutions de marché. Du coup, on commence par cette fameuse question, sempiternelle question. Eric, quel est le bilan de la semaine écoulée ? Le bilan de la première semaine de l'année est positif, en Europe légèrement positif, parce qu'on a eu une petite correction hier, mais bon, on a quand même une progression des cours qui était assez importante sur les 3 premiers jours de cette semaine, donc, puisqu'on avait plus 3%, et puis on a eu cette correction donc d'hier, au total, un bon % de hausse en France et en Europe, et une petite baisse aux États-Unis, qui sont plutôt affectés par la correction sur les affaires technologiques, donc un S&P 500 qui a perdu près de 2%, voilà, sur les derniers jours. Rien de dramatique dans tout ça. L'écart entre l'Europe et les États-Unis montre bien l'exposition des indices européens aux valeurs dites cycliques et aux financières, qui est beaucoup plus importante que l'indice américain. Et l'euro, troisième élément important à suivre chaque semaine, est stable. Ok, très bien. Alors vous trouvez une transition toute parfaite. Vous parlez de l'affaiblissement des valeurs technologiques en lien très probablement avec la future hausse des taux de la Fed. C'est votre première actualité, la publication des minutes de la Fed. Est-ce que c'est un signe que l'économie américaine, finalement, commence un petit peu à s'essouffler ? La croissance américaine commencerait-elle à s'essouffler ? Oui, ce sujet-là est majeur. Je pense qu'il est plus en rapport donc, avec la politique monétaire des États-Unis et donc le changement de ton de la Fed. Ça finalement, c'est pas un constat de ce qui se passe sur l'économie américaine, c'est plutôt un constat que la perception par les banquiers centraux ou par les membres donc, du comité de politique monétaire des États-Unis de la croissance et de l'inflation qui les a amenés donc, à changer complètement de ton. C'est une nouvelle extrêmement importante et extrêmement négative. On a parlé de reverse quantitative easing ou de monetary tightening, c'est-à-dire de phénomène inverse du quantitative easing. Elle va réduire la taille de son bilan. Non seulement la Fed va arrêter d'acheter des obligations, c'est ce qui était planifié d'ici mars, mais on a parlé dans le comité, donc dans la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, on a parlé de vente d'actifs financiers détenus par la Banque centrale. Donc c'est un retournement complet. Et on va se retrouver avec une banque centrale des États-Unis qui, au lieu d'acheter massivement donc, des obligations d'État, va en vendre sur le marché. Donc c'est un changement majeur. Alors, et des obligations d'entreprise aussi. Et des obligations d'entreprise. Donc c'est évidemment pas ce qui va se passer demain matin, mais sur la tendance, c'est bien ça. La Fed, on dirait, s'est rendu compte que le marché du travail était tendu. Elle s'est rendu compte qu'il y avait de l'inflation. Un peu tard, selon vous ? On le sait depuis quand même. Parce qu'on le sait tous depuis assez Personnellement, moi je considère que la politique monétaire de la Fed est inappropriée depuis au moins 6 mois. En retard sur ce qu'elle devrait faire. Il n'y a aucune raison aujourd'hui de créer de la monnaie sans contrepartie telle qu'elle l'a fait, notamment depuis 6 mois. C'est assassin. Il fallait peut-être un peu d'empirisme sur les données macroéconomiques pour s'assurer que l'inflation était bien présente, de s'apercevoir, puisque pendant longtemps, pendant jusqu'à très peu de temps, on parlait quand même quasiment de plein emploi aux États-Unis. Donc du coup, peut-être qu'il a fallu un peu de temps pour que les données dures macroéconomiques soient réellement analysables et travaillables d'une certaine façon. Il y a 2 choses différentes. Il y a effectivement ce qui se passe dans l'économie, et qui est toujours compliqué à interpréter aux États-Unis pour différentes raisons. On ne peut pas développer maintenant. Et puis il y a l'attitude des banquiers centraux. Ce que je commente ici, c'est le fait que cette attitude change d'une façon quand même assez impressionnante. Assez violente d'une certaine façon. Il y a 3-4 mois, la Fed était le meilleur ami de Wall Street. Aujourd'hui, ça devient un ennemi. Donc le match, le combat entre la Fed et Wall Street a commencé cette semaine. Selon vous. D'accord, très bien. On a peu de temps, Eric, je suis désolé. On va enchaîner avec la deuxième actu, la hausse des taux longs aux États-Unis, qui sont légèrement détendus hier, mais qui globalement prennent
plus de quasiment 15% en une semaine, passant de 1,51 à 1,72. Oui, c'est lié au premier point, c'est-à-dire qu'effectivement les marchés ont réagi au quart de tour et les taux d'intérêt ont commencé à progresser d'une façon finalement relativement semblable à ce qui s'est passé l'année dernière, puisqu'en tout début d'année on était passé donc de 1 à 1,7% sur les taux longs sur les 3 premiers mois de l'année. Aujourd'hui on passe de 1,5 à 1,7. Pour l'instant il n'y a rien de dramatique, c'est la pente de la courbe qu'on voit bien sur le graphique qui est assez impressionnante et qui montre qu'il y a effectivement, il se passe quelque chose sur les taux remontent, c'est un élément négatif évidemment pour le scénario de marché. Ok, ça va pénaliser les sociétés fortement endettées du coup? Oui, ça a de nombreuses implications négatives, pénaliser les sociétés endettées, augmenter le taux d'actualisation des profits futurs et donc réduire la valeur actuelle des profits futurs. Donc finalement la répercussion sur les indices sera immédiate, les indices vont baisser du coup? Oui. On a le droit de le supposer. On enchaîne avec l'indice PMI chinois, alors qui finalement fait le contraire des autres indices PMI, composite ou manufacturing des principales économies mondiales, puisqu'il est en légère hausse. Alors c'est une légère hausse, alors je pense qu'il fallait le relever, parce que c'est quand même un mouvement significatif. Conjoncturel d'une certaine façon. Assez, je dirais, contrariant, entre guillemets, comme vous dites, par rapport à ce qui se passe ailleurs, et puis par rapport à l'histoire récente de la conjoncture chinoise, puisque ce PMI est repassé au-dessus de 50. Il a été conçu pour effectivement refléter la croissance au-delà de 50 et détecter la contraction de l'activité en dessous de 50. Donc on est passé au-dessus de 50, c'est plutôt sympathique. Alors après, c'est pas des chiffres astronomiques, ce sont des niveaux relativement limités en variation. Mais en tout cas, ça a le mérite de nous dire que finalement, l'économie mondiale, qui impacte beaucoup l'économie chinoise, n'est peut-être pas en si mauvais état que ça, et que les variants, effectivement, ont ralenti un petit peu la conjoncture, ont affecté les indicateurs avancés, mais pas tant que ça. Donc c'est ça que ça veut dire, donc c'est plutôt positif. C'est plutôt, d'accord, il faut garder optimisme, je dirais. On finit avec les rachats d'actions d'entreprises qui ont été très importants en 2021, qui le seront mécaniquement moins en 2022. Du coup, comment est-ce que vous analysez ça sur 2021 et potentiellement sur 2022 du coup? Alors les rachats d'actions ont explosé en 2021, ils ont dépassé leur plus haut de 2018 et ils vont probablement continuer et peut-être continuer en 2022. Donc tout dépend si les plans de soutien aux économies, puisqu'on est en droit de supposer que les plans de soutien ont alimenté les trésoreries d'entreprises, donc du coup elles ont pu s'autoriser ces rachats d'actions et donc finalement voir leur cours mécaniquement augmenter. Alors, oui, c'est vrai que ces rachats d'actions constituent l'un des moteurs de la hausse des cours au cours de l'année 2021 et précédente. Simplement, le fait qu'il a atteint son plus haut historique et dépassé le plus haut de 2018 montre que les entreprises l'utilisent énormément. Le cash qui est détenu par les entreprises est de 3 780 milliards d'après S&P Dow Jones. Donc, c'est quand même plus de 4 fois le montant des rachats qui a été réalisé en 2021, qui était donc de plus de 850 milliards à peu près. Donc il y a encore de la marge quelque part. Mais c'est vrai que cet élément-là peut être évoqué comme étant positif, ce qui est notre cas aujourd'hui. Mais c'est un événement qui va renforcer les tendances plutôt que les créer. D'accord. En fait, c'est positif sur 2021, mais ça pourrait finalement être négatif sur 2000. Ça pourrait s'inverser avec tout le reste, parce que je veux dire, le problème, c'est qu'il n'y a plus de compensation. La hausse des taux, plus de croissance, une croissance moins importante, une forme de résilience de l'économie vers ses niveaux d'avant-crise. Oui, tout à fait. Mais ça reste quand même, et à nouveau, un élément favorable, tant que finalement les taux d'intérêt resteront à des niveaux relativement bas, même s'ils remontent, notamment en Europe. Ils restent extrêmement bas et favorisent ce type d'opération. Ok, merci beaucoup. Eric, quels sont, du coup, dans cet environnement, votre synthèse de la semaine? Pardon, je t'ai perdu dans la question. La synthèse, c'est que l'actualité est neutre. Il y a une compensation donc, entre les deux mauvaises nouvelles qui viennent, je dirais, de la sphère financière, puisque du côté monétaire, on voit bien que la Fed change complètement son fusil d'épaule, que les marchés l'ont effectivement reconnu et font monter les taux. Donc ça, c'est deux éléments négatifs. L'élément positif, c'est finalement un rebond d'activité qui semble plutôt sympathique en Chine et pour le reste, et pour la planète en quelque sorte. Et puis un phénomène que S&P Dow Jones nous a rappelé, à savoir les rachats d'actions qui sont très importants et qui, même avec des taux relevés, pourraient encore continuer, me semble-t-il, au moins dans les prochains mois. Donc au total, une actualité neutre et donc une recommandation sur le marché qui reste toujours négative, pour être cohérent avec nos propos antérieurs et notre méthodologie. On considère que depuis 4
4 mois, on a assisté à une dégradation importante du risque, à une augmentation du risque, alors que les bourses ont continué de monter. D'accord, donc vous êtes plutôt à l'écart aujourd'hui. On est à l'écart parce qu'on sait très bien que d'une part la Fed change son fusil d'épaule, c'est confirmé cette semaine, que d'autre part la tendance sur les bénéfices aura du mal à rester aussi dynamique dans un contexte tel qu'il est prévu en 2022. Et ce, même si l'inflation baisse, même si l'inflation baisse, alors la hausse des taux de la Fed, ça reste quand même relativement hypothétique. C'est un planning, mais elle peut très bien ne pas le suivre, finalement, par la force des choses. Elle peut ne pas le suivre, c'est le changement de ton qui a été relevé dans les comptes rendus du dernier comité de politique monétaire, qui nous semble important et qui montre que la Fed est capable effectivement de s'opposer. De taper dur, c'est ça, de s'opposer au marché. En fait, et ça, c'est quelque chose de nouveau. Ok, super. Nouveau. Merci, Eric.